Et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Au sommaire de cette édition, la 4e conférence administrative départementale de l'année 2017 de l'Atlantique et du littoral s'est tenue ce mercredi à la préfecture de Cotonou. Le système sanitaire dans le littoral était au cœur des échanges. Au Nigeria, l'aéroport international d'Abuja a rouvert ce mardi après 6 semaines de fermeture. Et puis en France, le premier tour de la présidentielle, c'est ce dimanche. Hier mercredi, les premiers bulletins de vote ont été livrés à plusieurs bureaux de vote. Bienvenue dans ce journal. La contestation de la monnaie franc CFA prend de l'ampleur. Ce mercredi matin, les murs de l'ambassade de la France au Bénin, sinon une façade, a été badigeonnée en rouge. On pouvait y lire « Non au franc CFA », un constat fait par Fréjus Serlon et Damien Pedro. Mercredi 19 avril 2017, 9h45, la scène est inédite. Sur le mur principal de l'ambassade de France au Bénin, à quelques mètres de la présidence, il est inscrit en rouge « Non, franc CFA ». Un acte de vandalisme qui témoigne du durcissement des différents mouvements engagés dans la lutte contre la monnaie commune des anciennes colonies d'Afrique, le franc CFA. Une monnaie jugée néocoloniale et qui participerait au sous-développement des pays qui l'utilisent. L'ambassade de France, elle, n'a pas tardé à nettoyer l'affront dans les plus brefs instants. Le principal mouvement Non au franc CFA a, lui, très tôt déclaré sur les réseaux sociaux qu'il n'était pas mêlé à cet acte de vandalisme. La 4e conférence administrative départementale cadre de l'Atlantique et du littoral pour le compte de l'année 2017 a eu lieu ce mercredi. La CAD est composée des directeurs départementaux et des chefs services des structures déconcentrées de l'État et des deux départements. Elle a pour objectif d'accompagner le préfet dans la gestion de son département. L'état des lieux du système sanitaire dans le littoral était au cœur de cette rencontre. On écoute les préfets des deux départements. La conférence administrative départementale, faudrait-il encore le rappeler, est le gouvernement du département. Je voudrais utiliser les mots forts pour que chacun de nous comprenne l'utilité de sa présence au sein de cette instance. Un peu comme le chef de l'État à ses ministres, le préfet détenteur et dépositaire du pouvoir central à son gouvernement aussi au niveau départemental que nous appelons la conférence administrative départementale. Je voudrais inviter les membres de la CAD à beaucoup plus prendre conscience de leur rôle politique dans l'exercice de leurs fonctions. Nous devons, après un an, nous serrer les coudes pour aller plus vite, parce que nous voulons aller plus loin. Notre raison d'être, vous le savez, c'est le bien-être des populations. Nous devons donc, ensemble, en équipe, donc regardant dans la même direction, nous avons accompagné et mieux que par le passé, accompagner les communes, les maires, pour que donc nous puissions relever ce défi-là, le bien-être des populations. Politique à présent, l'opérateur économique Sébastien Adjavon, arrivé 3e à l'élection présidentielle, a rompu le silence ce week-end à travers un entretien accordé à quelques journalistes. C'est sa première sortie après les affaires de cocaïne qui l'ont accablé. Un peu critique à l'endroit du gouvernement, il s'est désolidarisé de ses proches au sein de l'exécutif et dit porter désormais le manteau d'homme politique. Quelle analyse peut-on faire sur le fond et la forme de cette sortie? Élément de réponse dans ce sujet de Fréjus Serlon et Damien Pedro. Dimanche 16 avril 2017, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sébastien Germain Adjavon, le président de patronat, a rompu le silence. C'est d'abord sur un site d'information en ligne que la vidéo est diffusée
elle fait un carton. En moins de 24 heures, plus de 16 000 vues et autant de partages. Ce n'est que quelques heures plus tard que l'entretien passera sur les chaînes de radio et de télévision. Un succès quelque peu entaché par la forme de l'entretien, notamment le profil des journalistes. Sur les trois, deux sont ses employés, c'est-à-dire il y a le directeur de Radio Soleil et le directeur de la télévision et Sika TV qui sont des médias qui lui appartiennent. Mais c'est un choix de communication. C'est vrai que sur ce choix, on pourrait avoir dit, moi personnellement à sa place, j'aurais peut-être choisi des journalistes beaucoup plus neutres. On peut l'accuser de faire un monologue, mais si il y avait un autre journaliste, je ne suis pas sûr que les questions qu'ils auraient à poser seraient trop différentes des questions que les journalistes qu'on accuse d'être trop proches de lui ont posées. Bon, ils ont eu le cran, ils ont posé des questions qu'ils devaient poser, même si parfois ils ont adouci les choses, et c'est comme ça. Après le feuilleton de l'affaire dite de trafic de cocaïne dans laquelle il a été blanchi par la justice, mais qui a scellé son divorce avec Patrice Talon, cette sortie devrait être l'occasion pour Sébastien Germain Adjavon de s'expliquer. Mais pour Marcel Zoumenou, le timing n'était pas le bon. Vous savez que depuis quelques jours, on est dans un contexte médiatique où le chef de l'État est venu parler presque 3 fois. Et en dehors de ça, il y a eu cette affaire de démission de son ministre de la Défense. Et donc, le contexte médiatique était un peu flou, était un peu confus. Et donc, pour moi, il devait attendre un peu que la calmie revienne pour que sa parole puisse être mieux écoutée. Et je crois qu'il devait même attendre que le chef d'État se prononce sur RFI sur l'affaire cocaïne, puisque c'est la première fois que le chef de l'État lui-même se prononçait sur l'affaire, et pour qu'il puisse avoir les moyens pour répondre. Si, sur la forme et sur le timing, cette sortie de Sébastien Adjavon fait polémique, le fond semble être bien riche pour certains acteurs économiques de la société civile et des médias. Adjavon a fait une sortie, il a clarifié sa position. Il a dit au vu et au su du monde entier quel est son rôle désormais au sein de la politique béninoise. Donc il se déclare opposant. Il est normal qu'il se présente comme acteur politique et non acteur économique. C'est pour vous dire que le fait qu'il est sorti pour nous dire ça, d'abord, il a montré à la population qu'il est de bonne foi. Il s'est mis dans une posture d'un futur candidat à une élection présidentielle. Et là je peux dire que c'est trop tôt de dire ces choses. Il a poussé un peu le taux de l'égoïsme un peu trop loin en disant moi, il y a beaucoup de... Mais sur le fond, Sébastien Adjavon a dit beaucoup de choses, il a fait des révélations. Et pour nous autres journalistes, nous devons nous saisir de ces révélations pour faire des enquêtes. Il a dit plein de choses. Et moi, jusque-là, j'ai été surpris que aucun membre du gouvernement, aucun ministre, aucun porte-parole du gouvernement n'est venu pour le contredire sur beaucoup de choses. Il a parlé, par exemple, de l'affaire de 40 milliards soutirés des DAT de la Caisse nationale de sécurité sociale pour financer les emprunts obligataires. Au regard de ces éléments, la réplique du gouvernement Talon, qui semble être décidé à faire autrement la politique, ne tardera peut-être pas. Est présent sur divers médias nationaux et internationaux depuis quelques jours. Le chef du gouvernement a, semble-t-il, modifié quelque peu son plan de communication. La normocommunication présidentielle est-elle désormais du passé? Pourquoi ce changement et qu'en disent les citoyens? Réponse dans ce reportage de Fréjus Serlan. Radio France Internationale, France 24, Voz Africa, après les médias nationaux, le président de la République, Patrice Talon, n'a visiblement ménagé aucun effort pour imposer sa présence sur les chaînes internationales. Au cœur des échanges, le rejet du projet de la révision de la Constitution, réforme phare de son quinquennat, stoppé par le Parlement. Un résultat que le chef de l'État impute entre autres à la désinformation et à l'intoxication entretenue selon lui sur certains médias. Patrice Talon quitte ainsi son silence habituel. Les citoyens, quant à eux, se font une idée sur les raisons qui fondent ce passage de la normocommunication à celle qui semble dorénavant lui succéder. Le RFI disait qu'on n'a pas pu faire la révision de la Constitution parce qu'il n'y avait pas eu de communication autour. Donc peut-être il a pensé qu'il serait mieux de faire un peu de la publicité autour de ces actes pour pouvoir se faire voir un peu et se faire entendre un peu par la population. Bon, sûrement c'est ce qui peut expliquer cela parce que le fait de rester dans la normocommunication fait que la population ne comprend pas en fait ce qu'il fait.
Or, il travaille dans l'ombre, mais on n'arrive pas à le suivre. On est passé de la normocommunication à l'hypercommunication, juste parce que d'une manière ou d'une autre, le président n'a peut-être pas supporté ce qui s'est passé et il culpabilise peut-être sa communication, sa stratégie. Et de ce fait-là, ils se sont lancés dans une guerre communicationnelle qui ne dit plus son nom. Comment les citoyens apprécient ce qu'ils appellent l'hypercommunication? Les avis sont partagés. Bon, moi, je vois que c'est mieux, parce qu'actuellement, on le comprend mieux. Après qu'il ait fait l'interview à l'RTV, j'ai constaté que beaucoup de personnes qui sont même avec moi et qui étaient contre toutes ces réformes sont revenus dans son camp. Parce qu'on a compris que fait, c'est le fait qu'il ne parlait pas qui fait qu'on croit que tout ce qu'il nous fait est mauvais, quoi. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas meilleur communicateur sur les actions gouvernementales que le président lui-même. Ça, c'est clair. À l'écouter et à écouter ses collaborateurs, il n'y a pas meilleur communicateur sur ce qu'il a comme ambition, sur tout ce qui va se faire. Mais de là à se mettre dans une vague de communication, et regardez, en moins de 2 semaines, le nombre de sorties qu'on a eu de notre chef de l'État sur la télévision nationale, les télévisions privées du Bénin, sur la radio française RFI, sur France 24 cette semaine et la semaine dernière, hier c'était sur Vox Africa. Je pense que nous sommes en train de passer à une autre ère qui risque de nous plonger dans le passé récent que nous regrettons d'une manière ou d'une autre, où au-delà même de l'hypercommunication, nous risquons d'aller au populisme et les questions de développement vont passer à côté. On ne va plus vraiment se concentrer sur l'essentiel, mais on va travailler à la réélection ou au positionnement du nouveau candidat. Il faut communiquer, certes, mais il ne faut pas aller dans l'excès de communication. L'excès va nuire parce que plus vous communiquez aussi, plus nous serons essoufflés de le suivre et nous n'aurons plus envie d'écouter notre chef. C'est une très bonne idée parce que du fait qu'il fait ça, on le comprend bien, on sait ce qu'il a comme projet, on le comprend mieux que ses collaborateurs, qu'il équilibre ses sorties pour ne pas être comme certains présidents. Je ferai désormais la politique autrement, disait Patrice Talon. Une déclaration qui témoignait sans doute d'une volonté de communiquer autrement. Rendons-nous à présent dans la capitale du Bénin pour constater l'état de délabrement des places publiques. Fréquenter la place Bagnole de Porte-Novo, plus précisément, n'est plus aujourd'hui du goût de nombreux citoyens de cette ville. Ils dénoncent au micro de Cano François et de Fréjus Fiossi l'insalubrité qui y règne. Réalisé pour servir de lieu de repos où les populations pouvaient venir prendre de l'air frais, la place Bayonne pour certains et Tofa Premier pour d'autres de Porte-Novo végète dans une insalubrité absolue. Sachet d'eau par-ci, tas d'ordures par-là, c'est le visage que présente cette dernière qui porte quand même les noms de 2 personnalités pas des moindres ayant marqué l'histoire de la ville capitale du Bénin. Face à ce constat, les citoyens s'en désolent et indexent la mairie. C'est-à-dire, on dirait même on n'a pas des autorités dans la ville, puisque toutes les places sont vraiment n'importe comment. Ça nous fait honte, parce que c'est un gon qui est là comme le maire de la ville de Porte-Novo aujourd'hui. Mais voilà un peu la place, comment il est, sale. Quelle est alors la stratégie mise en place par la mairie de Porte-Novo pour le nettoyage de cette place publique? Nous avons dédié à la propreté un service carrément, à part pour s'occuper de la gestion des ordures et de la propreté dans la ville. Donc ce service a un agent qui est permanent sur la place publique et systématiquement passe avec son camion pour ramasser les ordures. Il faut noter, selon le deuxième adjoint au maire, qu'il existe quelques difficultés liées à l'entretien de la place Bayole ou Tofa Premier de Porte-Novo. Des difficultés qui résultent de l'incivisme des riverains. Je suis désolé de le dire parce que c'est de l'incivisme pur. Malgré la sensibilisation, malgré qu'il y a des quartiers qui sont identifiés, répartis avec les collecteurs identifiés, connus pour pouvoir passer, sensibiliser pour que les gens s'abonnent. Malgré tout cela, vous faites le nettoyage propre, le lendemain vous passez, vous avez vu que les gens de très loin ont amené des ordures qu'ils ont jetées à ce niveau-là. Face
À cet état de choses, citoyens comme autorités lancent des appels. Je les exhorte respectueusement, surtout notre maire Emmanuel Zossou, puisque lui aussi c'est un homme de propriété, il maîtrise bien le cadre dans lequel il est. Donc je lui conviens quand même de voir aussi en un clin d'œil pour voir comment il peut gérer la place. J'avais fait appel aux autorités de Porto Novo, mais eux croyaient que c'est la politique. C'est ce qu'ils croient. Ils sont là, tournés. Après, quand tu veux dire la vérité, maintenant ils vont dire que tu es contre ceci, tu es contre cela. Nous, c'est dommage. Et la contribution de nos populations, c'est leur contribution indispensable. Chaque citoyenne, chaque citoyen de Porto Novo a le devoir de payer l'enlèvement de ces ordures. Comme vous avez payé pour consommer, vous devez payer pour vous débarrasser des ordures. L'entretien d'un espace public ne revient pas seulement qu'aux autorités communales. La population a aussi son rôle à jouer. L'actualité sur le continent, l'aéroport de la capitale du Nigeria, Abuja, a rouvert mardi après 6 semaines de fermeture pour réhabiliter la piste d'atterrissage où les vols commerciaux ont repris. Suivez ce commentaire de Fréjus Serron. Avec un jour d'avance sur le calendrier officiel, l'aéroport international d'Abuja a accueilli pour la première fois depuis sa fermeture le 8 mars un vol commercial, un Airbus A350 affrété par la compagnie Ethiopian Airlines qui a atterri vers 11h GMT. La piste d'Abuja est achevée à 100% et certifiée par l'administration de l'aviation civile du Nigeria. En conséquence, l'aéroport est ouvert aux opérations, s'est félicité sur son compte Twitter le secrétaire d'État à l'aviation, Adi Sirika. Beaucoup de changements ont eu lieu concernant le revêtement de la piste, des voies de taxi et du tarmac qui ont subi d'importantes réparations. Le terminal a également été rénové pour pouvoir accueillir des voyageurs handicapés avec notamment l'installation d'ascenseurs dans la zone des départs. La réouverture a en outre permis la reprise des activités commerciales qui avaient souffert de la fermeture de l'aéroport, comme les taxis faisant la navette depuis le centre d'Abuja ou encore les boutiques de souvenirs et de restauration à l'intérieur de l'aéroport. Pour les usagers, c'est un vrai bonheur. Très agréable, mieux que ce qu'on connaissait. Quand vous atterrissiez, vous étiez secoué. Maintenant, on ne l'est plus. Nous sommes contents. C'est une bonne communauté. Nous félicitons le gouvernement. Le vol s'est passé en douceur, l'atterrissage en douceur, la livraison des bagages en douceur aussi. Quand vous atterrissez ici, vous voyez la différence. La piste a été refaite, donc le trajet sur la piste se fait en douceur. La fermeture de l'unique aéroport d'Abuja avait provoqué beaucoup d'inquiétudes au Nigeria. Les travaux étaient nécessaires car la piste construite en 1982 et prévue pour une durée de vie de 20 ans était devenue défaillante et dangereuse de l'aveu même des autorités. Durant 6 semaines, tous les vols en provenance et à destination d'Abuja étaient redirigés vers la ville de Kaduna à 220 km plus au nord. Mais la plupart des compagnies internationales dont Air France, Lufthansa et South Africa Airways avaient refusé de se poser à Kaduna, mettant en avant le risque d'engorgement dans ce petit aéroport et les problèmes de sécurité sur la route reliant la capitale fédérale. En France, à l'approche du premier tour de la présidentielle, les premiers bulletins de vote ont été livrés mercredi à plusieurs bureaux de vote. À la mairie de Montreuil, 58 000 exemplaires ont été comptés et pesés par les fonctionnaires de la ville en préparation pour le scrutin de dimanche. On a reçu 58 000 bulletins de vote qui correspondent à peu près strictement au nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville de Montreuil. Donc ces bulletins de vote sont répartis entre les 11 candidats. Ils ont tous le même nombre de bulletins de vote, très exactement. On pratique par la pesée, on pèse les bulletins pour s'assurer que l'on a le bon nombre de bulletins. Et, en gros, on sait combien pour 1000 bulletins, quel poids ça fait, et ça permet de répartir de façon d'abord équitable, mais surtout conforme au nombre d'électeurs.
Il faut préciser qu'à défaut d'un débat, les 11 candidats à l'élection présidentielle seront interviewés pendant 15 minutes chacun en direct sur la chaîne de télévision France 2 ce jeudi. L'évacuation de localités assiégées en Syrie a repris ce mercredi sous haute sécurité, 4 jours après avoir été interrompu par un attentat qui a fait une centaine de morts, dont de nombreux enfants. Commentaire. Un long convoi d'une soixantaine d'autocars, dont au moins 45 a quitté à 1h GMT, Foua et Kafraya, 2 localités loyalistes assiégées depuis 2 ans par les rebelles. Ils se sont ensuite rassemblés à Rachidine, une banlieue rebelle de la métropole d'Alep, utilisée comme zone de transit. Parallèlement, 11 autres bus ont quitté les localités rebelles de Zabadani, Sergaya et Jabal Sharki dans la province de Damas. Le processus a repris avec 3000 personnes de Foua et Kafraya évacuées à l'aube et près de 300 de Zabadani, Sergaya et Jabal Sharki, selon Rami Albel-Rahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans le convoi, Abou Ahmad, 85 ans, se désespère d'avoir été contraint de quitter Foua. Il confesse « La mort est plus facile que cette humiliation, je ne sais pas si on va revenir un jour ». Par crainte d'un nouvel attentat, l'opération s'est déroulée sous haute surveillance. Plusieurs dizaines de rebelles armés gardaient les cars stationnés à Rachidine. Ces véhicules ont été disposés en demi-cercle afin de limiter les risques d'attaque. Attendant près d'un bus, Oumdjoud, 55 ans, affirme ne pas avoir peur car tout est dans les mains de Dieu. Samedi, la première opération avait tourné au carnage lorsqu'un véhicule piégé avait explosé devant des bus sortis de Foua et Kafraya, faisant au moins 126 morts, dont 68 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime syrien a accusé les rebelles qui ont rejeté toute responsabilité et condamné l'attentat, toujours pas revendiqué. Et puis, le vice-président du Venezuela a blâmé le président du Parlement pour la mort d'un jeune manifestant ce mercredi lors des vastes manifestations contre le président Nicolás Maduro à Caracas. On l'écoute. Le responsable, c'est Julio Borges, qui transmet et n'a cessé de transmettre un message de violence, de haine, d'intolérance et donc, nous devons de signaler que nous le tenons responsable de ces faits. Aujourd'hui, nous pouvons finalement affirmer que nous avons vaincu la spirale de la violence putschiste que l'opposition de droite, de terroristes et de traîtres a voulu nous imposer. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et à demain.